Démarrer. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où nous nous trouvons sur cette belle planète. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin à cet webinaire où nous allons parler d'ancrer l'écosystème de l'Internet africain à travers des leçons apprises au Kenya et au Nigeria sur la croissance des ISP. Avant de démarrer, permettez-moi de dire quelques mots sur la manière d'interagir dans ce webinaire pendant l'heure et demie qui nous est impartie. Oui, merci de passer aux feuilles de diapositives suivantes. Nous avons l'interprétation. Si vous regardez en bas de l'écran, vous pouvez voir que vous pouvez choisir entre le français et l'anglais, et selon vos préférences, vous pouvez choisir la langue qui vous convient entre l'anglais et le français. Je pense que il faut prendre ce qui vous est le plus agréable. Donc, la salle de discussion vous permettra d'interagir aussi avec les autres participants. Je vois que des conversations se tiennent déjà dans cette salle. Euh, euh, donc, merci pour ceux qui avaient déjà démarré cette discussion. Questions. Alors, vous pouvez poser des questions dans la salle des questions et les réponses. Et ce sera à ce niveau-là que nous pouvons suivre les questions qui sont posées. Merci de poser vos questions à ce niveau-là. Et nos collègues peuvent les suivre et ces questions seront donc soumises aux panélistes. Et, si vous avez des questions supplémentaires que vous voulez poser directement aux panélistes, vous pouvez aussi le faire dans cette salle de questions-réponses et nous pourrons, si possible, le poser par la voix. Mais nous avons aussi une équipe qui va gérer ces permissions pour que vous puissiez prendre la parole lorsque sera le temps. Nous avons aussi des liens sociaux. Si vous faites des tweets sur Facebook, vous avez les hashtags ici pour ce webinaire, pour le lancement de rapport. Enfin, permettez-moi de vous dire que ce webinaire et ceux qui n'ont pu être parmi nous auront donc cet enregistrement pour en prendre connaissance. Je serai votre animateur de ce matin. Permettez-moi donc de me présenter. Je suis Mouchiki Mwangi et je travaille pour la société appelée ISOC Internet, Société Internet, dans l'élaboration des technologies. Et je me penche tout spécialement sur le travail accompli sur les IXP. Pendant les dernières années, j'ai travaillé avec l'ISOC et j'ai aussi interagi avec eux auparavant. Nous allons prendre quelques minutes pour planter le décor. Pourquoi ce travail est-il important? Pourquoi le besoin de cette étude? C'est Michael Kind qui va nous donner un aperçu de ce rapport et ensuite nous inviterons 3 panélistes pour qu'ils puissent réagir sur ce rapport. Ce sont d'ailleurs les contributeurs principaux et représentent les 3 parties prenantes qui ont été évaluées par cette étude. Et nous avons un représentant d'un IXPN, Mohamed. Nous avons aussi Sylvie Laperrière qui est de Google. Nous avons aussi un opérateur de réseau, Ben Roberts de Liquid, qui est parmi nous. Nous avons ensuite un moment pour poser des questions et des réponses. Et nous allons ensuite partager avec vous le rapport dans son entièreté avec tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et ce sera le moment de conclure notre réunion. Passons à la diapositive suivante. Quelques éléments de contexte pour commencer. Du point de vue de l'ISOC, comme vous le savez, l'Internet Society a une histoire très longue de collaboration autour de l'Internet dans le monde entier. Et cette collaboration s'est surtout concentrée sur les aspects de renforcement de capacité, mais aussi dans l'élaboration d'infrastructures essentielles. Et le travail aujourd'hui
se penche sur les initiatives actuelles de 2020, ce que nous appelons vont appeler la croissance de l'internet et nous avons ce projet, que nous avons appelé, la le développement des infrastructures au niveau communautaire, c'est-à-dire que, développer des communautés de techniciens qui sont responsables, pour dans l'élaboration des, infrastructures essentielles dans les différentes régions au bénéfice des communautés, pour que l'internet soit plus fort, pour être plus solide. Nous, nous avons dans cette diapositive, un élément de contexte, sur ces aspects XP. Nous avons commencé, la collaboration avec plusieurs parties prenantes en 2008 et en 2009. Lors de cette période, nous avions, 16 IXP qui étaient actifs en Afrique. Il n'y avait pas beaucoup d'informations de disponibles sur ces IXP et beaucoup de travaux, restaient encore à accomplir. Je me souviens des défis que cela nous posait, et ne serait-ce que d'inviter les IXP dans des discussions sur ce qui se passe dans leur pays, comment l'interconnexion euh, euh, se fait-elle. Donc, nous nous sommes posé la question, comment faire en sorte que les IXP soient suffisamment mûrs pour échanger des trafics au niveau local, euh, pour qu'ils se mettent en paire au niveau de l'interconnexion. Il y avait très peu de trafic aussi qui a été échangé au niveau local, sans doute moins de 1% à cette époque-là. Et nous voulions voir une croissance, peut-être arriver jusqu'à 8%, que cet échange au niveau local, au sein du continent, des contenus locaux accessibles localement. Donc, en troisième, nous voulions aussi approfondir notre connaissance des défis et comment nous pouvons contribuer aussi à l'élaboration de leur résolution. Donc, nous avons donc accompagné la mise en place des IXP. Nous avons travaillé avec plusieurs parties prenantes en renforçant leurs capacités dans tout le continent. Plusieurs ateliers se sont tenus. Une mobilisation de cette communauté a été faite, appuyée aussi en termes d'infrastructure a été fait. Nous avons ensuite étudié l'impact des IXP, leur analyse initiale des IXP en 2012 en Kenya et au Nigeria pour avoir un aperçu général euh, de ce que c'est qu'un Internet Exchange Point. Michael se penchera plus longuement sur ces questions euh, pour nous dire comment cela se passait en 2012 et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Mais permettez-moi de dire simplement que notre vision venant des collègues qui travaillent sur ces points, Christine, Jen Kofi, qui ont beaucoup aidé à mettre cela en perspective. Nous avons une vision plus claire. C'est une étude, je pense, qui peut montrer l'impact que peut avoir un IXP. Et donc, à partir de ce travail accompli à cette époque, nous avons compris qu'il est important de, de reconnaître le travail accompli grâce à la collaboration et il faut donc saluer l'accompagnement, l'appui que nous avons reçu. Il y a beaucoup trop de partenaires que pour que nous puissions tous les mettre dans cette diapositive, mais il y a des organisations qui nous ont réellement appuyés lors de la dernière décennie et nous espérons que même ce rapport nous permettra d'imaginer quel avenir est devant nous grâce à la collaboration avec ces partenaires. Et j'espère que donc, qu'ensemble, nous pourrons aller à la prochaine étape. J'espère que j'ai brossé un tableau général sur le marché auquel nous sommes confrontés. Donc, c'est une mise à jour du rapport de 2012 et Michael, qui est avec nous, va en résumé, nous dire quels sont les résultats saillants de cette étude. Michael a été d'ailleurs l'auteur de l'étude de 2012. Nous avons été très chanceux de l'avoir encore parmi nous pour faire
mise à jour de ce rapport aujourd'hui. Et donc, c'est celui qui est le mieux placé pour nous dire quels sont les résultats qui ressortent de cette étude. Permettez-moi de simplement le présenter. Michael est, est un enseignant en visite à Genève. C'est un analyste de haut niveau et c'était un économiste à l'ISOC et auparavant, il était partenaire lors d'une société d'études. Michael a beaucoup travaillé, comme je l'ai dit, sur ces questions. La première étude a été conduite par lui. D'autres travaux ont été faits aussi par lui dans l'accompagnement de l'Internet dans les régions émergentes dans le monde entier. L'une des choses, ce que j'ai noté, c'est qu'il a passé plus de 5 ans en tant qu'enseignant d'économie à Saint. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il a ce point de vue d'économiste qui éclaire l'impact des XP et je pense que c'était très intéressant lors de la première étude de savoir de ce point de vue et c'est intéressant de l'avoir aussi dans cette étude nouvelle. Sans plus attendre, permettez-moi de passer la parole à Michael pour qu'il nous présente à grande ligne son étude. Merci, merci pour ces mots généreux. C'est une initiative qui a eu cours pendant 10-12 années et c'est un plaisir que de travailler avec vous et avec ISOC en général. Et, et et c'est très intéressant de revoir une étude qui a été faite il y a quelques années et de faire le bilan des changements qui ont eu cours. Merci pour ça et merci aussi pour les partenaires qui nous ont aidés à élaborer cette étude. Euh, et j'ai été heureux d'aller au Kenya, au Nigeria en janvier, où j'ai interrogé beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs, et j'ai pu faire un suivi des travaux que leur organisation conduise. Et dans la page, dans l'annexe du rapport, leurs noms vont figurer. Merci aussi pour ceux qui m'ont aidé à conduire ces entretiens et aussi pour la mise en place de toute l'infrastructure nécessaire. Donc, page suivante. Nous voulons simplement ici réaffirmer l'importance des IXP, des Internet Exchange Point, en tant qu'ancre ou que fondement du développement de l'écosystème de l'Internet dans un pays, qui amène toute une amélioration, un renforcement de l'infrastructure de l'Internet dans un pays. Et j'espère que cette étude a été l'occasion de le démontrer. Simplement, pour répéter quelques points que Patrick nous a déjà, dans le monde de Mathieu nous a déjà parlé. En 2010, la société de l'Internet Society a dit que nous voulons avoir un objectif de 80-20 d'ici 2020, c'est-à-dire 80% de l'Internet doit être accessible localement en 2020 et les ISP devraient être très important pour cela. Donc, la première étude a été faite en 2012 à cet égard et s'est penchée quels sont les avantages des IXP. Ça a été fait au Kenya pour le premier, au Nigeria pour le deuxième. Et c'était vraiment la première étude qui mesurait les avantages économiques. Nous connaissons les avantages généraux d'un IXP, mais euh, nous sommes concentrés sur le besoin d'avoir du contenu local qui est partagé. Non seulement l'interconnexion est importante, mais l'aspect contenu l'est aussi. L'Internet Society a aussi conduit d'autres études par la suite qui s'est penché sur l'avantage de partager des contenus locaux qui sont aussi complémentaires à cette étude qu'il avait soulignée. Et pendant les 8 dernières années, ces avantages se sont d'ailleurs illustrés de plus en plus au Nigeria et au Kenya. Quels sont les avantages une observation simple pour commencer. Sans un IXP, nous devons à passer par les points de transit IP au niveau international
pour échanger du contenu local et c'est quelque chose de très cher. Euh, c'est un contenu qui transite à l'extérieur de la région, souvent par l'Europe, et qui revient comme un trombone, ouais, je dirais. Et donc, l'XP peut permettre d'échanger ce contenu local avec trois avantages sur lesquels nous ne sommes pas penchés en 2012 et qui ont été mis à jour ici. Enfin, si vous regardez le tableau qui est sur votre droite, vous pouvez regarder le niveau de trafic qui existait en 2012. Il y avait un bit de seconde par seconde qui passait par l'IXP, qui aurait quitté le pays pour revenir par la suite. En Nigeria, c'était un peu moins, 300 mégabits par seconde qui transitaient par l'extérieur. Et premier avantage, ce sont les économies. Sans avoir utilisé les transits IP très chers, un peu plus d'1,4 million au Kenya, un peu plus d'1 million au Kenya ont été économisés. Ensuite, il y a une réduction dans la latence, parce que le trafic ne transite pas par d'autres continents. Nous passons donc de 260 à 600 millisecondes de latence à 2 jusqu'à 10 millisecondes. Et quelque chose que nous attendions pas aussi, qui était assez inattendu pour nous, c'est l'accroissement de l'utilisation euh, pour les contenus locaux qui sont beaucoup plus utilisés, qui passent surtout par le Google Cache, qui accroît l'utilisation de ces contenus parce que c'est beaucoup plus rapide d'y accéder. Et pour les ISP ou pour les fournisseurs de contenu, ils ont pu voir leurs revenus croître. Au Kenya, on peut parler de 6 millions de plus. Au Nigeria, ça a été très difficile à mesurer parce qu'il y avait peu de trafic à ce moment-là, mais il y a beaucoup de changements depuis. Diapositive suivante. Ce que nous avons vu ici, c'est que par rapport au pays, nous avons trois étapes du développement de l'écosystème selon le montant du trafic local. Il y a le premier point de transition, c'est quand c'est 30% du contenu qui est local. Euh, c'est ce que nous avons vu dans les deux pays. Euh, à ce niveau-là, vous passez de l'étape 1 à l'étape 2, et ensuite, une autre transition à court autour de 70%, et, et vous atteignez le but de 80% de contenu local échangé lors de cette étape 3. Ces différentes étapes, comment sont-ils développées? La première étape, c'est des fournisseurs de contenus locaux avec du contenu local, peu de contenus qui sont échangés. Ensuite, il y a du contenu international qui commence à être échangé, euh, en passant par le niveau régional et le niveau international qui accèdent à ces contenus. Et nous passons alors à l'étape 2. Et l'étape 3, tous les fournisseurs d'accès rejoignent ces IXP et, et amènent le contenu local qui est hébergé à l'étranger à l'intérieur du pays, et vous arrivez alors à 70-80% de ce trafic qui est l'accès de contenu local. Le Kenya et le Nigeria ont atteint ces 30% en 2012 et ont fait leur transition vers l'étape 2. Et lors de cette visite de 2020, nous avons vu qu'ils étaient ils étaient presque à 70% et ils sont dans cette étape de transition et réfléchissent à ce qu'il faut faire pour l'étape 3 qui va être celle à suivre. Donc, il faut que le contenu international soit d'abord disponible au niveau local. En 2012, grâce au cache global de Google, on pouvait avoir accès avec l'utilisation accrue de YouTube et d'autres applications,
puisque ces contenus sont disponibles. En 2020, chaque pays a un cache ou un point de présence de tous les fournisseurs de contenus internationaux. C'est comme cela que nous avons pu arriver au chiffre de 70%. Ensuite, les contenus sont échangés par des pairs au niveau local et les CDN les plus grands au niveau international nous ont montré qu'est-ce qui se passe lorsque ces contenus deviennent disponibles au niveau local. Le pourcentage du trafic local passe de 0 à 80%. Ce n'est pas simplement le trafic international qui est accessible au niveau local, la latence aussi se réduit significativement et le trafic s'est accru de 140% au Nigeria. Pour dire rapidement ce qui s'est passé, Donc, nous voyons que c'est passé vers Nairobi. Et nous voyons donc souvent une signature de différents accords. Et si vous voyez bien le tableau, il y a également des épargnes qui sont faites avec de 1 mégabit en 2012 jusqu'à 19 en 2020. Vous voyez donc une croissance qui est rapide. Nous sommes en train de parler ici d'une augmentation de 30% à 70% du trafic local. Vous voyez donc ici également une évolution qui est très importante, une épargne également qui est très importante, qui est quadruple, ce qui signifie que c'est une meilleure utilisation. Diapo prochaine. Et de manière similaire, vous voyez que une augmentation de vous voyez également des prêts qui ont diminué et vous voyez, il y a un besoin d'autorisation du Nigeria pour pouvoir l'utilisation qui est adaptée au contexte régional. Vous voyez donc ici une meilleure utilisation du trafic dans la région. On aura davantage d'explications plus tard. Mais vous pouvez bien noter qu'il y a un changement qui est très important qui a eu lieu au fil des dernières années. Une augmentation du trafic de 300 mégabits par seconde jusqu'à 125 gigabits par seconde. Vous voyez donc une augmentation qui est une évolution qui est très importante. Et vous voyez également avec la pandémie du Covid-19. Vous voyez également un trafic local du Kenya qui a augmenté de 70%. Là encore, vous voyez une augmentation avec une diminution des coûts. Et une épargne de plus de 400 millions, ce qui est une augmentation de 40 fois plus. Positif. On voit également des facteurs de changement pour améliorer les résultats dans les deux pays. Les deux pays, il y a une évolution dans les deux pays, à l'intérieur du pays, mais également au niveau international. Vous voyez, à partir des différentes bases de données, différentes façons d'utilisation des IXP, ces XP qui arrivent à connecter plusieurs bases de données qui ne sont pas forcément capturées par ces chiffres, mais qui permettent quand même des connexions qui sont beaucoup plus importantes à travers les différents centres de connexion. Donc, les chiffres que nous avons vus ne montrent pas toute l'image de l'évolution des deux pays également, de nouveaux centres d'échange, ce qui permet donc d'avoir une meilleure richesse du réseau sur la région.
Du côté de l'industrie, il y a de nouveaux câbles qui sont de plus en plus installés. Et les rapports disposent d'un tableau qui montre ce fait. Un tableau qui est intéressant, c'est une analyse à partir de Facebook, également par l'utilisation de Google, avec un centre de base de données qui est établi dans les deux pays. Et cela permet donc de tirer avantage de la mise en place de l'établissement de différentes bases au centre de données. Les télécoms également qui permettent d'avoir une meilleure compétition sur le marché des XP et autres. Il y a également des accords de protection des données qui permettent d'avoir de tracer ou de veiller en vue d'une meilleure protection. Il y a certains écarts de marché, de marché en ce qui concerne le niveau 3. On arrive au développement de l'étape 3 avec, nous sommes arrivés à 70% alors que l'objectif était à 80%. La partie prenante au Nigeria a dit que c'est 3 fois plus cher que l'utilisation au niveau local, mais en ayant un autre hôte, on pourrait réduire les coûts, ce qui permet d'avoir des gains pour le pays. Cela nécessite davantage de sensibilisation pour être co-hôte avec les différents documents et les études qui montrent les avantages d'un accueil local. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est par rapport à l'énergie et aux compétences des centres locaux. L'autre idée, c'est les liens avec les XP, les liens directs avec les XP. Au Kenya, il y a l'avantage d'avoir de meilleurs liens à partir des liens CDN qui permettent l'accès au contenu du CDN. Mais ça permet donc de passer par ces liens CDN au lieu d'avoir accès directement au lien. L'autre lacune, c'est la sensibilisation par rapport aux avantages d'avoir accès à ces EXP. C'est encore une question qui se pose pour la plupart des EXP. Et les EXP ne sont pas toujours en ville. Et donc, il y a différentes capacités dans les deux pays. Cela est vrai au Nigeria, mais également ailleurs. Cela est difficile donc d'avoir accès dans les différents lieux. En ce qui concerne les recommandations sur les opérations d'IXP dans les deux pays, nous avons une bonne gouvernance qui a été très importante. Il y a également l'augmentation d'IXP au sein et à travers les villes et également de meilleures connexions aux différents membres par rapport aux différents centres de données. Cela permet un meilleur accès par rapport aux fournisseurs en ce qui concerne la connexion et les différentes prestations de services, de meilleures relations avec les centres de données. La sensibilisation qui est accrue, celle-ci est très importante, notamment au sein des différentes ISP et également les prestataires de contenu local. Cela permet donc de connecter les différentes parties prenantes à travers le pays avec la direction des XP. Essayer donc d'ajuster la demande avec les XP. En ce qui concerne la capacité, il faut diminuer les coûts. Il faut donc avoir les différents acteurs qui développent, qui ont commencé à voir la demande et d'avoir une meilleure prestation. Le gouvernement peut continuer à diminuer les coûts, inclure les différentes entreprises et d'autres prestataires de services. Et une meilleure utilisation favorable avec la diminution des taxes et d'autres stratégies pour meilleur accès à ces différents services.
Cela va permettre donc de donner mieux de prestations de meilleurs services. En conclusion, en passant de l'étape 1 jusqu'à l'étape 2, croissance des XP aux différents sites, avoir également de meilleurs contenus CDN au niveau régional, de l'étape 2 au niveau 3, dans les différents prestataires de services par rapport au contenu pour pouvoir accueillir leur contenu et connecter aux IXP, connecter les différentes ESP aux IXP. Cela est vrai dans les deux pays et de prendre l'exemple de ces deux pays pour avoir un meilleur succès par rapport aux objectifs fixés. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et donc peut-être on va passer aux autres présentations pour répondre par la suite à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. Je suis très enthousiaste par rapport à ce rapport parce que cela montre le potentiel d'IXP en développant cet écosystème et c'est une avancée vraiment très rapide. Nous avons eu beaucoup d'espoir et vous regardez où nous nous trouvons avec le Kenya et le Nigeria en 2020 et on regarde également de l'on vient en 2012. Sûr, parfois on s'était dit il ne faut pas être trop ambitieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, nous avons copié les Nations Unies. Les Nations Unies ont ces objectifs de développement durable et on s'est dit pourquoi ne pouvons-nous pas avoir également des ODD. Donc, il faut avoir suffisamment d'ambition. Et parfois, une fois, une personne m'avait dit je ne pense pas que cela est possible, mais voyez-vous, nous sommes arrivés à 70% et c'est pas mal. Donc, Mohamed, il y a certains points qui ont été soulevés et que j'aimerais vous accorder cette opportunité pour pouvoir intervenir. Qu'est-ce qui a eu lieu au Nigeria et comment avez-vous été capable de pouvoir aboutir à ces résultats? Je vais présenter Mohamed. C'est un très bon ami, tout d'abord, un très bon ami à toute cette communauté. Mohamed a été impliqué et c'était le premier directeur général de XP au Nigeria et c'est le premier à être installé. Et il a dirigé cette industrie pour plus de 19 ans et il a servi cette communauté à différents niveaux. Et il a également dirigé le conseil du Nigeria. Il est également au conseil d'administration de l'association du Nigeria pour Internet et il contribue beaucoup au développement de Internet au Nigeria à différents niveaux. Il soutient également la communauté de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le développement des EXP, en collaborant avec les différents EXP des différents pays de la région. Sur ce, Mohamed, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Michouki, pour cette présentation. J'apprécie. J'aimerais remercier ISOC. Sans ISOC, on n'aurait pu pas tenir ce forum, notamment dans l'étude de base et également pour avoir compilé ce rapport 8 ans plus tard. Donc, vous voyez que l'impact significatif de l'ESP. Et je pense que c'est une réussite, notamment en 2020, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. J'aimerais également remercier Michael Charby pour être venu au Nigeria, pour avoir pris son temps pour discuter avec nous, pour discuter avec tous les membres des centres de données au Nigeria. Je pense, sur ce, je dois prononcer, notamment c'est sur la vente de ces services de $1 million en 2010 pour arriver jusqu'à plus de $40 millions en 2020 avec une augmentation de plus de 80%. Alors la réalité, c'est que c'est concerne les prestataires de services par rapport au contenu, parce que la plupart du Nigeria, les grands télécoms et les ISP sont des réseaux et ils ont besoin de ces prestataires de contenu. Et c'est la présence de ces
prestataires de contenu qui ont contribué à la croissance de ce trafic. Et bien sûr, le contenu est très important et cela a vraiment aidé le développement des points d'échange Internet ou des XP au Nigeria. Un autre point, c'est que nous avons vu l'émergence de nouveaux centres de bases de données qui sont installés au Nigeria. Parfois, des réseaux qui sont globalement certifiés avec des tailles moyennes et qui sont installés au fil des années. Avec ces bases, ces centres, nous avons vu également d'autres centres de bases de données. Et avec ceux qui se rassemblent pour pouvoir accueillir leur site web au niveau local. Nous avons vu beaucoup de contenus qui sont installés dans le pays et ce contenu n'est pas forcément énorme en ce qui concerne la taille parce que vous avez 1400 domaines enregistrés, inscrits et un certain pourcentage sont accueillis au niveau local. Donc, l'évolution est notamment due grâce au contenu. Un autre point qui a été également souligné par Michael, nous avons ajouté deux zones géopolitiques qui sont importantes au Nigeria. Et ce que nous avons vu, c'est que beaucoup de prestataires de services se connectent. Nous avons également des interconnexions entre les différents centres hubs. Après une première étude, nous avons vu qu'il n'y avait pas de connectivité entre différents réseaux, mais ensuite, en 2020, nous avons vu, à partir d'une autre étude, qu'il y a des connexions fibres entre les différents réseaux que nous avons à travers le Nigeria. Il est très important également de mentionner que les experts, il y avait une offre de la part des Africains pour soutenir les développements des XP. Et le fonds qui nous a aidés à établir de meilleures infrastructures, nous avons pu reformuler notre réseau, rebâtir notre réseau. En fait, nous avons pu installer un centre. Nous n'avions pas les infrastructures adéquates au départ et nous avons dû nous installer dans un lieu public. Mais grâce aux fonds que nous avons reçus de l'Union africaine, nous avons pu avoir des panneaux solaires et des sources d'énergie qui nous a permis d'aider les petits prestataires de services avec une connectivité, avec très peu de fonds. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y aura peut-être d'autres participants qui souhaiteraient intervenir. Merci beaucoup. Et merci pour avoir organisé cette conférence. Merci, Mohamed. Et c'est un très bon contenu. Je vais présenter quelqu'un qui a contribué. Je vais inviter Siri Lemery, qui est donc une stratégiste Sylvie Lapérière, et elle va intervenir sur en ce qui concerne la croissance du côté du partir de ce Kenya. Sylvie, à vous. Bonjour à tous, plaisir d'être parmi vous. Merci à Isok pour avoir présenté aussi cette étude et l'avoir commandée. C'est important de mesurer les progrès que nous accomplissons, tout spécialement lorsque nous avons des objectifs aussi ambitieux. Permettez-moi de remercier Michongi qui a dit les objectifs qui sont d'ampleur peuvent nous mener à des résultats d'ampleur aussi. Donc, il nous faut changer la mentalité à cet égard.
sur la présentation, la participation des euh, fournisseurs de contenu sont importants pour nous, CDN. Qui sont ces fournisseurs? Ce sont, comme l'étude l'a montré, une bonne gouvernance. Les membres doivent avoir des services qui sont abordables, de bons services, et qu'ils puissent participer à cet écosystème. C'est ça que nous appelons une bonne gouvernance. Donc, la valeur d'un fournisseur d'accès, je vois qu'il y a 158 participants ici, c'est il faut créer une communauté, un dialogue, un effet de réseau au sein de chaque fournisseur d'accès. Donc, pour Google, qui est donc un générateur de contenu, il y a plusieurs bénéfices. Premièrement, réduire la latence pour les pour les. Nous ne voulons pas avoir plus de 100 millisecondes pour avoir accès à un contenu. Donc, mettre à disposition un contenu au niveau local améliore l'expérience de l'utilisateur pour cet accès. La première étape pour nous, c'est d'installer ce qu'on a appelé un GGC. C'est le cache mondial de Google. Nous installons cela auprès des fournisseurs d'accès pour promouvoir les contenus locaux au sein de ces fournisseurs. Nous les servons alors à travers ce fournisseur et cet espace croît ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au niveau du cache? Ce sont des contenus statiques en général, surtout les vidéos Google, les vidéos, les cartes Google Maps. Ce sont des contenus statiques qui ne sont pas dynamiques. On peut les mettre dans le cache. Et ensuite, une fois que nous avons déployé un cache mondial réussi, nous pouvons alors aller vers le reste euh, du contenu de Google et nous mettons en lien avec de Google. C'est tout le sous-ensemble des routes pour Google de tous les services, pour tous les services. Ce que j'aimerais que nous fassions tous, puisque nous ne sommes pas très loin d'atteindre ce chiffre de 80% que nous visons, et que l'année 2020 n'est pas arrivée à son terme, nous avons encore 6 mois pour atteindre cet objectif. Et je pense que le Covid, à cet égard, a apporté un plus pour les fournisseurs. Sans, sans cette période, l'Internet n'aurait pas été utilisé avec cette ampleur. Ça montre d'ailleurs la résilience des réseaux qui ont été construits avec les contenus que vous mettez à disposition à vos utilisateurs. Sans vos contributions, cette pandémie aurait pris un visage beaucoup plus terrible pour nous tous. Donc, avec ces quelques mots, j'aimerais passer la parole au panéliste suivant, mais je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci Sylvie, merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter Ben Roberts. Ben est en charge de la technologie au sein du groupe Liquid. Nous avons travaillé avec la société Liquid pendant plusieurs années et Ben a été l'un des champions de la promotion de l'interconnexion et de l'échange du trafic en Afrique. L'un des thèmes qui m'est cher est cette approche du cap au care, cette capacité terrestre d'échange et cette vision, c'est Ben qui l'a installée au sein de Liquid. Euh, donc, Ben, la parole est à vous. Pourquoi pas vous partager un petit peu votre expérience sur la mise en relation, le peering, mais aussi sur les points d'échange, les IXP. Quelles sont les expériences
que vous pouvez partager avec nous par rapport à cette croissance que nous appelons nous? Est-ce que vous m'entendez? J'ai, la vidéo sur, un ordinateur et la parole sur l'autre. Permettez-moi avant tout, dire quelques mots sur, ce que je pense du peering, heu, mise en relation. Nous, Liquid, nous sommes un opérateur, de centre de données et au Kenya, nous avons installé un data center et nous travaillons aussi en tant qu'opérateur de réseau. Nous avons aussi un autre chapeau. Je suis membre du comité de gestion, de l'échange, d'internet qui est basé à Durban, en Afrique du Sud et aussi à Johannesburg. Nous sommes autour de l'étape, 3, 80 qui passent par les XP pour, l'Afrique du Sud. Au Kenya, nous sommes autour de 70. Nous sommes nouveaux au Nigeria et leur XP et et nous, opérons aussi en tant que réseau, là-bas. Donc, j'ai travaillé sur le peering depuis 2003 à Liquid. Nous avons, démarré sur les questions d'internet en 2002. Nous avons commencé le peering à Londres et 2003, nous avons démarré au Zimbabwe. Lors, c'est le premier IXP avec lequel nous nous sommes mis en peering. Je travaille aujourd'hui au Kenya. J'étais auparavant en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et permettez-moi de dire, j'ai rencontré Mathieu qui en 2004, 2003, 2005 à Londres et il est venu à Londres lors d'une réunion sur les ISP et il nous a sensibilisés sur, une société de start-up qui travaille sur les IXP en Afrique et nous avons travaillé ensemble depuis lors. Et lorsque je me suis rendu au Kenya, où je travaille maintenant, c'est la première personne que j'ai appelée Michingi, c'est la première personne que je connaissais d'ailleurs dans le pays. Donc, lorsque je suis venu ici pour acheter quelques sociétés, je l'ai appelé pour avoir un tableau général du marché. Ce qui s'est passé, c'est la même expérience que nous avons eue pour construire ce réseau. C'est la même expérience au Zimbabwe. Lorsque j'ai travaillé au Zimbabwe au départ, euh, je lançais de nouveaux produits par satellite au Zimbabwe et j'avais à ce moment-là euh, des personnes que je connaissais bien dans l'écosystème de l'Internet là. Nous avons acheté 2 sociétés, nous avons acquis aussi d'autres sont devenus nos clients et dans ce processus de peering, en étant à Londres, heu j'ai pu faire ces contacts en Afrique et je vois d'ailleurs d'autres personnes sur ce webinar que j'ai rencontré ces 2 dernières années et nous avons échangé, nous avons interagi pendant, des années, sur ces questions de peering. Quels sont les, bénéfices? En tant qu'opérateur de centre de données, nous, en tirons beaucoup, de profit. Et lorsque vous êtes un centre de données et que vous voulez, réussir, il est important de créer des communautés d'intérêt. Si vous voulez avoir tous les fournisseurs de services internet dans votre espace, qui achètent de l'espace. Il fait il est important, de d'héberger des, points d'échange internet. Ce sont ce que nous appelons des clients dorés en or et nous leur donnons donc, des avantages, en or, comme on appelle cela, puisqu'ils ramènent d'autres clients, des fournisseurs d'accès et cela vient en grappe. Donc en tant qu'opérateur de centre de données, il est important, de les avoir à bord. Nous avons, d'ailleurs établi un centre de données en Afrique du Sud récemment. Notre, 1re initiative, était de mettre en place ce centre de données, heu
Mais nous n'avons pas pu nous mettre avec des IXP. C'était un peu très cher, $30 par mégabit. Et j'ai plaidé très fort pour que la centre de données prenne plus d'espace. J'ai dû acheter des sociétés de centres de données en Afrique du Sud pour pouvoir faire cette connexion. Euh, donc nous avons un expert à Durban, un autre à Johannesburg, et cela nous a aidé à attirer beaucoup de clients d'ampleur que nous avons accueillis, et parce qu'ils ont besoin de connectivité entre leurs différents sites et avec les autres euh, IXP. En tant qu'opérateur, je dirais quelque chose. Les coûts sont réduits, euh, en termes de latence et d'autres avantages. Michael l'a dit, c'est très important. Les coûts aussi de jonction, nous avons des économies substantielles à faire. Un avantage intrinsèque de peering et de faire partie de ces points d'échange pour nous est que nous avons commencé en temps quand société sud-africaine basée à Londres, mais nous sommes aujourd'hui dans les top 50 de réseaux IP. Euh, et ce que font les sociétés telles que Google, c'est d'installer le cache mondial Google. C'était la première conversation que nous avons eue avec ces grandes sociétés multinationales telles que Google et d'autres euh, sur le peering et la mise en place d'un cache. C'est nos premières interactions. Et ces sociétés sont dans nos plus grands clients. Nous avons un partenariat d'ampleur. Nous investissons sur plusieurs initiatives ensemble. Nous accueillons, nous hébergeons des stations d'atterrissage pour les ballons et d'autres initiatives. Donc, se mettre en paire, faire partie de cette communauté, à, à nous, à présenter à nous, Liquid, à devenir des co-hôtes, à avoir de nouveaux clients, mais aussi à forger de partenariats de long terme avec des sociétés qui sont clés dans l'écosystème Internet avec lesquels nous faisons des affaires d'importance. Donc pour moi, ce sont les bénéfices intrinsèques qui ne sont pas toujours bien documentés que je voudrais souligner. Nous avons été très réactifs sur ces questions. Il est important que ISOC continue à tenir ces conversations pour que ces échanges se tiennent, pour que le peering continue. Alain, je vous remercie. Je vous remercie donc pour avoir tenu cet échange et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, Ben. Euh, Nous sommes en fin de l'aperçu que nous avons voulu vous donner de ce rapport et de la présentation des parties prenantes, qui sont aussi des euh, contributeurs à ce rapport. J'aimerais que ma collègue nous aide maintenant pour la session questions-réponses. Si vous voulez bien, vous voulez prendre la parole, vous devez donc lever la main à la fenêtre dédiée. Et Gila, Liliane, si vous voulez bien donc vous occuper de faciliter cela. Nous avons deux questions. Première question, Benoît Vuillamy. Et la question, c'est, y a-t-il une expérience en Afrique de l'Est où des petits ISP n'ont pas pu participer en tant que peer? Les fournisseurs d'accès en Afrique du Sud ont besoin de licences. L'accès est régulé. Ben Roberts a donné certaines réponses sur ces questions. S'il y a d'autres réponses, je peux préciser ma réponse, mais vous avez besoin de licence pour opérer, mais le point, ça, on ne peut prévenir, empêcher les petits ISP ou les fournisseurs d'accès à faire partie de ces IXP. Mais
le coût pour accéder peut être un peu élevé pour ces petites sociétés. Nous avons une expérience, par exemple, où nous avons mis en place où c'était 30 dollars de mégabits par seconde euh, pour accéder à l'IXP. Si vous êtes un fournisseur d'accès de petite taille au Kenya, vous avez peut-être 5000 clients en Italie ou au-delà. Ça peut être très cher d'accéder à un IXP. Ça peut être le coût qui peut être un peu décourageant et plutôt que réglementaire. La question suivante nous vient Paul Niedja. Y a-t-il des initiatives pour appuyer des petits acteurs de niveau local? Je suis présent sur 3 points d'échange en Afrique. Nous voudrions être membres d'autres, mais le coût pour devenir des membres sont trop élevés pour nous, pour notre taille d'aujourd'hui. Donc, c'est une question sur les prix et les coûts pour être adhérent de ces IXP. Puis-je répondre à cette question? Au Nigeria, ici, nous encourageons ces sociétés tout spécialement. Euh, Nous avons jusqu'à 1 an où vous pouvez joindre sans coût ces XP. En général, ce que nous faisons, si vous voulez un port plus élevé, nous mettons à disposition à moins cher pour encourager. Ensuite, sur les coûts d'interconnexion, nous réduisons aussi ces prix. Tous les petits opérateurs qui sont interconnectés n'ont pas toujours payé, parfois jusqu'à depuis 2 ans. Nous n'avons pas déconnecté aucun d'entre eux. Nous renégocions d'ailleurs parfois la dette qu'ils nous doivent. Monsieur Jao, qui est mon ami, si vous avez un problème au Nigeria pour rejoindre un XP, nous pouvons avoir ce dialogue. Nous sommes ici pour vous accompagner. La question suivante, peut-être pour Abdel-Salam Kabaj. Comment les les fournisseurs d'accès et les IXP travaillent ensemble? Parfois, certains perdent des clients et d'autres en acquièrent d'autres. Heu, Comment la négociation se fait alors entre eux? C'est la question. La question n'est pas très claire. Alors, ils sont tous membres. Sa question n'est pas très claire. Peut-être si vous souhaitez reformuler pour que nous puissions apporter des éléments de réponse. C'est plutôt une question de compétition. Cela va peut-être répondre à sa question. Alors, un ISP, c'est un prestataire de services interne qui est directement lié avec un utilisateur final, alors que l'IXP, c'est plutôt un lien avec les différents réseaux pour un trafic beaucoup plus lourd. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition entre les ISP et les IXP. En ce qui concerne la collaboration, bien sûr, ils peuvent trouver des voies de collaboration, notamment en ce qui concerne les lieux éloignés. S'il y a de nouveaux centres, ils peuvent voir comment ils peuvent collaborer pour diminuer les coûts par rapport aux différents centres. Je vois des zones de coopération, mais pas vraiment de compétition. Bien. La question qui suit, c'est par rapport au point d'échange en Afrique de l'Ouest. Je pense que vous l'avez mentionné dans votre intervention. Adjao pose la question. Est-ce que le projet pour lier l'échange de Ghana avec Nigeria a été arrêté pour 2 ans? Est-ce qu'il y a des voies ou des opportunités pour que cela puisse être restauré dans le prochain avenir? Oui, très bonne question.
nous avons fait une certaine expérience pour lier le Nigeria et le Ghana pour essayer de servir les trafics qui dans cette zone. On a essayé de voir comment nous pouvons collaborer par rapport aux réseaux qui sont disponibles entre les deux points d'échange. Notamment, quand on a eu le lien entre les deux réseaux, nous nous sommes rendus compte que c'était les Ghanéens qui venaient au Nigeria et que les 80% allaient vers le Nigeria. Et donc, c'est eux qui avaient beaucoup plus de charges de trafic. Et c'est là où nous n'avons pas pu vraiment faire une coopération. Alors, par rapport au Ghana et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, quand on a discuté pour les différents réseaux, les points d'échange, très peu de pays ont rejoint le Ghana. Ils souhaitent également être des hubs ou des centres régionaux. Pourquoi devrions-nous promouvoir le Nigeria ou autres pays? Mais bien sûr, c'est parce qu'en raison de la population qui a beaucoup plus d'habitants. Il est très important pour nous dans l'avenir de coopérer. Mais il y a ce qu'on appelle le EXP de l'Afrique de l'Ouest qui a été lancé. L'idée, c'est d'avoir une meilleure connexion régionale, mais pour l'instant, celle-ci n'a pas encore eu lieu. Donc, nous sommes ouverts pour de nouvelles idées sur la manière dont on peut travailler. Là où on peut coopérer, nous devons coopérer. Mais comme je vous l'ai souligné, le point, c'est la gestion des experts au Ghana, mais également le coût par rapport à ce réseau entre le Nigeria et le Ghana. Le prix, c'était de $40, alors que le réseau peut être payé à moins de $30. Donc, il n'y a pas de justification pour un expert au Ghana de se lier au Nigeria si la raison, c'est pour le trafic. Mais nous avons donc une diminution de ce prix-là l'année dernière. Je pense que le moment est opportun maintenant pour pouvoir relancer cette discussion. Je vais peut-être ajouter sur ce point. Je pense ce dont vous mentionnez, c'est pouvoir gagner par rapport à une prestation de service. Une expert, en général, va payer beaucoup plus. Donc, on payera beaucoup plus qu'un petit expert. Quand il en vient aux opérations locales ou nationales, pour raison d'un pays à un autre, c'est beaucoup moins cher que de Paris à Francfort, de Paris à Marseille. Le problème, les grands opérateurs ne souhaitent pas payer pour pouvoir subventionner les petits opérateurs parce qu'ils sont déjà des destinataires de services. Et bien sûr, il y a un partage de coûts. Google a déjà fait des investissements avec les grands opérateurs. Ils ne seront pas volontaires pour subventionner les petits opérateurs qui vont bénéficier le plus. Et ça ne va pas être soutenable ou durable. Merci. Question pour Mohamed. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est de Sadiq Dada. Vous avez mentionné recevoir des fonds de la Commission de l'Union africaine pour le projet. Est-ce que c'est un programme de l'Union africaine particulier? Si c'est le cas, lequel? Oui, il y avait un projet Access de l'Union africaine. Et ils ont souhaité financer l'établissement des IXP à travers l'Afrique pour meilleurs accès. Et l'idée, donc, c'est de promouvoir le développement des IXP en Afrique, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous avions des financements pour améliorer nos infrastructures à travers le Nigeria. Et ce que j'ai mentionné, c'est une partie de ces fonds nous ont aidé à établir des
petite infrastructure pour des points EXP avec des panneaux solaires et des batteries pour pouvoir développer les EXP. Parce que les lieux sont éloignés, c'est dans la partie nord du Nigeria où nous n'avons pas des centres de base de données, etc. Donc nous avons dû établir des centres et une partie donc utilisée par les experts, c'est une partie des fonds qui a été donnée ou accordée par l'Union africaine. Notre question, c'est de Brian Longway. Brian Longway qui nous dit, qui pose la question suivante. Il demande quel est les facteurs qui nous a emmenés vers la durabilité de ces points d'extension. On sait qu'au Kenya, nous avons insisté sur le mode de souscription qui permet de payer les salaires et les loyers au début. Mais est-ce qu'il y a d'autres voies autres que les souscriptions? C'est la question qu'il pose. Donc la question, c'est par rapport à la durabilité de ces échanges. Est-ce que je réponds à cette question ou quelqu'un d'autre intervient? Vous pouvez répondre. Alors, nous avons la même structure entre XP du Nigeria et le XP du Nigeria. Il s'agit d'organisations non profit. Et les prix sont disponibles sur notre site web. C'est des frais de souscription. Vous pouvez voir sur le site web. Et c'est juste des frais. C'est au niveau de la souscription. Donc, tous les membres contribuent pour le développement de ces XP, étant donc ceux qui reçoivent les services. André qui pose une question, quelles actions pouvons-nous entreprendre pour encourager les centres d'accueil ou les autres au niveau national? Je pense qu'il peut répondre à cette question. Mais Carl, je pense que les autres ont également des réponses, mais à partir de l'expérience de l'eau du Rwanda, il y a bien sûr des résultats. Il y a d'abord la sensibilisation. Les coûts qui sont imposés par les prestataires de services internationaux sont très élevés. Pour les entreprises locales hautes, certains sont basés à l'étranger. Et c'est par la suite qu'ils ont compris que ce serait mieux de s'installer, notamment pour avoir accès au contenu, etc. Et comme nous l'avons dit dans le rapport, et si on regarde le rapport du Rwanda, la première chose à faire, c'est la sensibilisation, c'est de comprendre quelles sont les implications par rapport à l'accueil à l'étranger et à l'accueil au niveau local. Il faut avoir donc de détails et des résultats qui ont été notamment rendus publics au Rwanda avec un projet pilote qui a permis de ramener certains sites web dans le pays et de voir l'impact dans le pays. Et il peut y avoir également des subventions et d'autres avantages qui pourraient être accordés pour pouvoir encourager les personnes. Mais la première clé, c'est d'abord la sensibilisation, qu'il s'agisse de l'entreprise hôte, mais également de l'écosystème. Autre personne qui souhaite ajouter sur cette question? Oui, bien sûr, c'est de voir les EXP, l'avantage des EXP, parce qu'ils utilisent les réseaux de base, les réseaux portables, qui encouragent les entreprises pour être présents au niveau du terrain. Et j'ajouterai également, il y a également certains soutiens au niveau international qui doivent être accordés. Mais pour commencer, nous sommes très intéressés en tant que grands opérateurs de pouvoir fournir ces services à certaines entreprises en Afrique, parce que ceci est profitable pour nous. Et un conseil pour les entreprises
c'est d'aller discuter avec les opérateurs et de comprendre les avantages de les avoir sur vos réseaux et pourquoi vous devrez les payer et pourquoi vous devrez les avoir au niveau de votre réseau. Merci. Nous avons une question de Dean Hailey. Quand on va au niveau du Kenya et du Nigeria, est-ce qu'il y a d'autres seuils qui permettent d'évaluer? Vous avez déjà mentionné ces points XP. La deuxième partie, c'est par rapport au seuil qui pourrait être intéressante pour l'audience. Oui. Après deux échanges internes XP, au départ, nous avions eu un équipement qui ne fonctionne pas au Kenya. Nous sommes en train de restaurer cette infrastructure. Le seuil pour c'est de 6-7 mégabytes de trafic que nous souhaitons tester d'abord et ensuite aller connecter au niveau local. Ça fera partie de notre seuil d'évaluation. Donc, c'est pour l'écosystème en entier, mais pas seulement un certain segment. Donc, 5 à 6 sur ce marché. Il est très important de mentionner qu'un point qui pourrait aider, c'est d'avoir accédé au réseau. Donc, plus nous avons un accès au niveau d'un écosystème, et cela permettra de développer davantage l'écosystème. Oui, c'est vrai. Mais également, quand vous regardez l'effet du réseau, quand on regarde les experts, nous souhaitons avoir le plus de membres possible parce que ainsi nous pourrons arriver à une quantité suffisante pour pouvoir connecter de manière adéquate. Et les experts jouent un rôle important en ce qui concerne le contenu mais en tant que moteur de navigation, et c'est ce qui attire les différentes parties prenantes. Merci. L'autre question, c'est de Tom Sixi. Et la question, c'est quelle est l'opinion par rapport au point d'échange européen dans les nouvelles régions? M6, Dixix et Vince, expansion. Quelle est la réflexion, la pensée? Je peux intervenir là-dessus. Je pense que la compétition et la concurrence est bonne. La concurrence est profitable à tous pour pouvoir revoir les demandes de leurs clients et de voir leur valeur ajoutée pour les clients. Oui, la compétition, c'est très bien. Si les Européens pensent venir en Afrique, il doit comprendre quels sont les besoins et quels sont les problèmes contre lesquels il sera confronté avant de pouvoir s'y impliquer. J'ajouterais sur cette question, et d'autres peuvent avoir une autre perspective également. Donc, il ne faut pas négliger le renforcement des capacités et également le renforcement des différentes communautés. Quand on pense aux IXP, pour que l'IXP ne doit pas aller directement développer comme ce que nous avons vu en 2012, il faut essayer de rassembler la communauté, former les personnes qui vont pouvoir gérer et mener ces IXP. Je pense que ce serait dommage de perdre ces points-là. Une autre question de Rich Fouki. La question, quel conseil donneriez-vous aux différents IXP qui essaient d'avoir des opérateurs à bord? Certains ont peur de perdre leurs clients. Et quels sont les modes d'opération que vous suggériez, ou de partage des coûts notamment? Les nouveaux IXP qui peinent à avoir des clients,
Et certains ont peur de perdre leurs clients. Quel mode opératoire pourriez-vous suggérer, notamment en ce qui concerne le partage des coûts? Bien, permettez-moi de comprendre cette question. J'essaie de comprendre. Donc, elle est en train de parler du XP et de perdre les clients de transit. Non, en fait, c'est par rapport aux grands XP. Donc, ils ont peur de perdre leurs leurs clients. Oui, c'est ce que j'essaie de comprendre. Mais la réalité, et c'est ce que j'ai dit aux différents opérateurs, la taille d'Internet est en train de s'étendre, de se développer. Plus de personnes sont en ligne, il y a une augmentation de la population, donc vous ne pouvez plus comparer la différence des utilisateurs. Donc l'utilisateur a augmenté, le contenu a augmenté. Si vous regardez lors des dernières années, la qualité des vidéos et donc d'une qualité d'image de CD. Maintenant, nous sommes au HD, haute définition. Et donc, je ne pense pas que le développement des XP va donc faire baisser notamment les présentateurs des serveurs de transit dans un pays ou l'autre, parce que je pense que la taille de l'utilisation d'Internet est en train de s'accroître. Je pense par rapport à ce qui ressort des discussions, c'est par rapport aux expériences, il y a par rapport aux accords et que vous ne pouvez pas forcément travailler avec les clients habituels. Il faut notamment mettre l'accent sur le contenu pour pouvoir utiliser le contenu local et c'est par rapport aux revenus que cela génère. Et c'est de voir, et c'est ce que nous utilisons pour développer Internet dans le pays, pour attirer également par rapport au contenu que nous avons. J'aimerais ajouter que vous n'avez pas besoin, tout le monde, parmi les fournisseurs, vous devez donner la marge pour que chacun puisse appliquer son modèle d'affaires. C'est pourquoi le peering multilatéral n'est pas vraiment quelque chose que les fournisseurs préfèrent, ce n'est pas ce que nous conseillons. Il faudrait la liberté de faire du peering avec qui ils veulent, quand ils veulent, et alors la valeur est partagée par tous. Vous pouvez créer de la valeur. Il est bon, c'est pas un problème si quelqu'un ne se met pas en ping avec tout le monde. S'il y a des fournisseurs qui ne veulent pas tout de suite rejoindre à certains accords, ce n'est pas grave non plus. Simplement pour appuyer ce que Martin vient de dire, Sylvie vient de dire. Effectivement, euh, les politiques que nous essayons d'imposer ne sont pas bonnes. Il faut de la marge de manœuvre, il faut de la liberté. Et comme je l'ai dit auparavant, dans un pays comme le Zimbabwe, quand nous avons fait le ping, nous, nous avions de la fibre, nous avons aussi des satellites, mais quand nous avons eu la fibre, nous avons pu nous mettre en connexion avec tout le monde. Euh, ceux, ceux avec qui nous avions de l'IPN, ils sont devenus des clients. L'expérience a été opposée. En faisant du peering avec des personnes, ça encourage même une relation d'affaires à l'avenir. À cause du temps qui nous reste, peut-être que vous pouvez, Muchengi, poser la dernière question peut-être. Oui, une certaine dernière question. Euh, j'ai une dernière question à vous poser. Une question de Brent Levon.
qui dit que c'est très intéressant de voir cette croissance au Kenya ou au Nigeria, mais quelle est la différence entre les différents échanges, exchange, et comment ils ont évolué pendant les dernières décennies, tout spécialement du point de vue de l'investissement géopolitique, des prix, des réglementations, quelles sont les évolutions notables? Est-ce qu'il y a des hubs qui sont devenus plus régionaux, ou est-ce que ça, c'est tout simplement au service du contenu local? Donc, ce que je peux dire, Ben, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des hubs régionaux effectivement qui émergent. C'est vraiment une des questions géopolitiques et d'infrastructure. C'est beaucoup moins des questions de prix, des nuances. Euh, euh, Au niveau régional, les hubs qui ont émergé euh, au Cap, Johannesburg, à Nairobi, à Lagos, ce sont ce sont des environnements qui ont permis que cela se fasse. Il y a aussi une question de marché. Le marché de l'Afrique du Sud est bien sûr beaucoup plus gros que tout pays de l'Afrique. Le Kenya en Afrique de l'Est est beaucoup plus développé. L'Éthiopie a du potentiel, mais il y a eu des freins réglementaires qui l'ont empêché de devenir un hub. Le Nigeria, euh, l'économie croît à une telle vitesse que cela accompagne la croissance. Un échange, je crois, et devient populaire, c'est les questions de marché, de population, et le commerce, les échanges, et ce qui peut se poser un frein, c'est la réglementation. Mais si la réglementation peut le permettre, est suffisamment favorable, alors l'environnement est propice pour que ces IXP se mettent en place et croissent. Quelles sont les différences entre ces échanges? Est-ce que c'est entre le Kenya et le Nigeria? Effectivement, entre ceux-là et les autres, il y a beaucoup plus de similarité entre ces 2 pays plutôt que de différences. La croissance est similaire. Le Nigeria, bien sûr, est un pays beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, une plus grosse population, plus de trafic potentiellement. Et il y a certaines différences donc sur les chiffres qui sont expliqués par cela. Et la réglementation, bien sûr, est très importante, que la réglementation transfrontalière, ne pas permettre à des fournisseurs étrangers de, de servir du trafic, de ne pas pouvoir acquérir des licences, de l'accréditation, ça peut être un frein. Parfois, c'est aussi utiliser le moment opportun. En Europe, par exemple, vous n'aurez jamais je vous aurais jamais prévu qu'un AXP de la Hollande serait l'un des plus gros. C'est la gouvernance, commencer au bon moment, de la bonne manière, qui a permis cela, et une réglementation euh, qui a accompagné cela. L'Europe, bien sûr, va vers un marché unique, donc les petits pays en tirent un avantage. C'est quelque chose qui peut aider aussi à l'émergence de ces acteurs régionaux. Ce sont des questions d'ordre géopolitique. Si les autres panélistes n'ont rien à ajouter, nous pouvons alors conclure, mais avant, permettez-moi de dire 2 choses. Premièrement, j'ai une question que j'aimerais que nous ayons à l'esprit en partant d'ici, puisque c'est une question qui continue. Quelle vision pour l'Afrique? La nouvelle vision? Nous avons la vision 2020. Nous avons vu que le chiffre de 80% est parfois atteint, parfois nous sommes à 70%. Quelle vision nous fixer pour l'avenir? Est-ce que les panélistes peuvent simplement commenter cela dans leurs remarques de clôture? Ensuite, j'aimerais demander aussi à mes collègues de partager avec les participants le rapport, un exemplaire pour tous ceux qui est aujourd'hui connectés.
et partager cela dans la salle de conversation, le chat room, et nous allons simplement conclure. Merci pour cette discussion très intéressante qui nous stimule, qui stimule la réflexion. Euh, Peut-être que dans 8 ans, je présenterai la version suivante de ce rapport. Je pense que les changements ne peuvent être imaginés aujourd'hui, mais la vision de départ était solide. Nous devons et à plus euh, de chiffres, à mieux déterminer ce qui se passe, mais la vision était solide et optimiser, maximiser le trafic dans la région, au sein de la région, le plus tôt possible. Oui, vous avez la parole. Je pense que c'est le renforcement de capacité au Nigeria pour nous qui est important. Il y a beaucoup euh, de, des Nigérians qui, techniquement, sont au point, qui quittent le pays. Et il nous faut, peut-être avec ISOC, renforcer les capacités au sein de l'Afrique pour vraiment opérer ces raisons, pour avoir des personnes compétentes techniquement pour pouvoir les gérer. Il me semble qu'il nous faut des infrastructures plus solides, plus de centres de données, plus de réseaux intra dans les centres de données, plus d'échanges intranet, plus de plateformes de contenu, d'opérateurs de cloud. Nous avons besoin de beaucoup de choses, plus de beaucoup de choses. D'ici 15 ans, l'Afrique représentera 20% de la population mondiale. Et il me semble que le temps est venu de faire un grand pari, hein, de mettre à l'échelle pour demain ces usagers puissent trouver satisfaction. Donc, nous avons besoin de plus de fournisseurs, plus de IXP, et il y a beaucoup plus de choses à faire que ce que nous faisons aujourd'hui. Merci Sylvie. Ben. À Liquid Telecom, j'espère que nous pourrons répondre aux défis qui nous sont posés. Pour moi, je me concentrerai beaucoup plus sur ce qui est à venir après. Une fois que vous avez la fibre optique, vous avez des opérateurs de cloud, et des fournisseurs de contenu, quelles sont les, les innovations dans le numérique, les travaux dans le numérique, tu as besoin de marché de l'emploi. J'essaie donc de réfléchir comment impartir ces euh, compétences, ces savoir-faire pour qu'ils puissent postuler sur le cloud, de travailler dans ces industries, sur les jeux vidéo, sur la musique, sur des choses qui sont sur le cloud. Peut-être que dans les années à venir, nous devons aider les gens à utiliser ces plateformes numériques. Ça, c'est pas simplement que l'Afrique ne soit pas consommatrice, pour que l'Afrique aussi produise ses propres contenus, des choses significatives qui sont à partager. Je pense que c'est quelque chose sur lequel se pencher. Le niveau de création, d'innovation à accompagner, c'est ce qui permettra aussi à ce que la demande reste solide et qu'on puisse continuer à construire l'infrastructure pour l'accompagner. Merci, merci beaucoup à nos panélistes. Merci de les applaudir. Nous sommes maintenant sur le point d'aller dans notre session de clôture. Vous pouvez voir dans la salle de chat le rapport. Il sera officiellement lancé demain en tant que communauté et acteurs principaux. Vous pouvez y avoir accès aujourd'hui. J'espère que demain, lors de l'annonce officielle, vous pourrez partager avec vos communautés. Permettez-moi donc de réfléchir, de remercier tous ceux qui ont participé à cette étude. Michael, Kendall, qui merci pour avoir donc conduit cette étude encore une fois, merci. Et tous ceux qui avaient répondu aux entretiens au Kenya, au Nigeria et les partenaires
qui nous ont donné vos retours, vos commentaires sur ce rapport. Nous vous remercions. Sur la plateforme Facebook, et vous avez répondu présent. Merci à l'équipe de l'ISOC aussi qui a fait ce travail. Merci à vous tous. Avant de conclure, permettez-moi de dire que nous faisons l'évaluation de 2020 au-delà du Nigeria et du Kenya. 6 autres pays seront évalués et ce sera démarré bientôt et le rapport, nous l'espérons, sera disponible en août ou en septembre et je pense que nous pourrons avoir un meilleur une meilleure idée de l'état d'avancement dans ces pays. Sur ces quelques mots, permettez-moi de vous remercier, de remercier tous ceux qui avaient participé et nous sommes impatients de continuer nos interactions en ligne. Restez en sécurité, prenez soin de vous. Merci beaucoup.